Tout d'abord, au nom du comité d'organisation de cette école, on vous présente tous nos excuses à propos de l'incident qui s'est produit tout à l'heure. Ça dépasse le cadre de notre espérons que ça ne va pas se reproduire une autre fois. Donc cet après-midi, nous aurons un cours qui sera présenté en deux parties. Donc la première partie, ça va concerner tout ce qui est groupe de symétrie à deux dimensions par le professeur Fala. Monsieur le micro, s'il te plaît. Et puis une deuxième partie sera les groupes spatiaux, monsieur Richard Portier. Donc monsieur Richard Portier, c'est un éminent professeur de l'École nationale supérieure de chimie de Paris 6, où il a travaillé sur la microscopie électronique, les cristaux, les caractères des cristaux. Il est maintenant en retraite, mais il donne toujours ce qu'il a donné. C'est ce qui est bien dans notre métier, c'est que même si on est en retraite, on continue à donner dans le savoir. Et puis, notre ami, M. Ajmal Sabah, qui est professeur de l'Université Qadiriyya et qui est le président de l'association marocaine de Salah. Je pense que c'est vous qui avez commencé aussi. Non, c'est bon. D'accord, donc c'est un super mal. Un instant, monsieur le professeur. Donc, merci, monsieur le président. Là, je vais commencer les hostilités. Avant mon cher professeur Richard Portier, on a convenu de faire le cours à deux, de faire une introduction à la cristallographie à deux dimensions, donc je vais présenter ici, avec quelques applications qui concernent l'art géométrique particulièrement marocain. Alors, la cristallographie à deux dimensions, la cristallographie à deux dimensions n'a pas vraiment beaucoup d'applications dans la pratique, dans la physique. Bon, il n'y a pas de phase strictement bidimensionnelle, sans substrat, parce que quand on a besoin d'une couche, il faut la déposer sur un substrat. Et donc, les informations données par n'importe quel appareil de mesure, ça ne contient pas uniquement l'information sur la surface. Donc, il y a eu quelques études qui ont été faites dans le cadre de l'épitaxie. L'épitaxie, c'est la croissance orientée sur un substrat. Et maintenant, je pense qu'avec le graphène, qui est un cristal à deux dimensions, un véritable cristal à deux dimensions, il y a des perspectives qui peuvent être ouvertes pour cette cristallographie bidée. Mais, à notre échelle, la cristallographie à deux dimensions trouve un champ d'application assez large. Par exemple, vous avez les milieux qui sont facilement observables à l'œil, sans recourir à aucun appareil. Vous avez le papier peint, les éliges, les pavages, les tissus, etc. Tout ça, on peut considérer comme c'est des cristaux à deux dimensions. Et on va voir qu'ils sont traités de la même façon, par les mêmes lois que le cristal à trois dimensions. Alors, il y a un arrangement périodique à deux dimensions. Le décor, c'est un champ d'étude pour la cristallographie. Alors, comme pour la cristallographie qu'on connaît, il y a les notions de réseau, maille, groupe de symétrie, et donc on peut mettre en évidence les propriétés de symétrie également et d'anisotropie. Donc tout ce qu'on rencontre dans la cristallographie à 3 dim, on peut l'avoir dans le 2 dim. Alors la symétrie. La cristallographie s'appuie sur la notion de symétrie, c'est-à-dire l'invariance. Alors la symétrie est la traduction rationnelle des redondances de la nature et il en permet la description minimale. On peut dire que la symétrie n'est nécessaire nulle part, mais elle est partout utile. On peut bien vivre sans la symétrie, mais ça rend service.
Alors, la cristallographie utilise l'expression la plus élémentaire de la géométrie, c'est-à-dire celle immédiatement visuelle de la géométrie, dont les éléments sont des isométries de l'espace euclidien, comme l'inversion, la rotation, la réflexion dans un miroir, auquel s'ajoute un cristal idéal supposé infini, donc les translations dans l'espace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les opérations de symétrie de l'espace. Alors, la symétrie, je m'excuse pour le 2, là, la symétrie est présente dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations et dans toutes les époques qui se sont succédées dans l'histoire. Alors, si on regarde quelques exemples de symétrie, regardez, on peut voir par exemple les tombeaux à Thèbes, c'est-à-dire l'Égypte antique, ça va au Batik javanais, passant par le pavage hongrois, le pavage perse, la civilisation ottomane. Et bon, ça passe aussi par les masques africains. Vous voyez, la symétrie, elle est là, c'est un miroir. Il y a aussi le pavage des chairs. Tout ça, c'est pour dire que la symétrie, c'est une notion qui est partout présente et présente dans toutes les civilisations. Alors, la symétrie a connu un remarquable développement dans le monde arabo-islamique, et particulièrement en Maghreb et en Andalousie, depuis le Moyen-Âge, bon, pour certains, et c'est l'âge d'or pour d'autres. Quand on dit le Moyen-Âge, c'est le Moyen-Âge au sens de la civilisation peut-être occidentale, mais le Moyen-Âge correspondait à l'âge d'or du monde islamique. Alors, quelques exemples viennent de chez nous. Voilà, donc ça c'est un malin qui est en action. Donc on voit bien la symétrie ici, qui est un peu sophistiquée, on va en parler tout à l'heure. Donc, on a l'impression, quand on regarde les panneaux, qu'il y a énormément de symétrie. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, quelle que soit la surface plane qui a été décorée, quoi qu'on fasse, il n'y a que 5 choix entre les types de mailles. Et 17 possibilités de couvrir ces mailles, ce qu'on appelle les 17 groupes d'espace dans le plan. Alors les groupes de plans, donc je passe sur les structures cristallines. Bon, c'est des choses élémentaires que je rappelle, je m'excuse pour les gens à qui ça va paraître trop élémentaire. Donc la distribution, une structure cristalline, c'est une distribution infinie d'un objet quelconque. Moi je parle d'un objet quelconque. Bon, ça peut être un atome, une molécule, un groupement d'atomes, une molécule, une figure de décoration, etc. Donc on appelle structure cristalline, c'est une distribution périodique infinie d'objets. Alors on décrit en général une structure cristalline par un réseau. Donc un réseau, c'est la répartition périodique coordonnée de points dans le plan, voilà, et chaque point a un environnement identique, quelle que soit la position, il a le même environnement. L'origine de ce réseau est arbitraire, et le réseau décrit la périodicité du cristal. Alors, ce qui est important, surtout pour les étudiants, des fois, quand on enseigne la cristallographie, il y a souvent une confusion qui est faite entre réseau et la structure elle-même. Surtout quand c'est des métaux, on confond en général le nœud du réseau avec les atomes. Or, le nœud du réseau, c'est une notion purement géométrique. Donc, le réseau n'a aucune existence matérielle, n'a pas d'existence matérielle, c'est un être mathématique, et donc il sert uniquement pour décrire la structure. Alors, la structure cristalline est décrite par un réseau bidimensionnel. Bon, je suis toujours à 2 dimensions. Donc, de points congruents qui peuvent être construits à partir de l'un d'entre eux. C'est-à-dire que je prends un point du réseau, n'importe lequel, j'applique la translation du réseau, je tombe sur un autre point du réseau. Donc, avec T, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois qu'il y a tout état. C'est sur la Terre, ici. Alors là, pour sauver la situation, oui, parce que c'est... Non, ça va. Ben, il est là encore. Il est là tous.
Alors, l'ensemble des translations a une double signification. La première, c'est qu'à partir d'un point du milieu, on peut définir l'ensemble des points congruents, ou les nœuds du réseau. Et la deuxième signification, c'est que la translation du réseau ramène le milieu cristallin en coïncidence avec lui-même. Et donc, c'est une opération de symétrie. Alors, la notion de maille. La maille, c'est l'unité de base qui se répète par translation du réseau. Donc ça, c'est des choses, je pense que tout le monde connaît. La maille simple, la maille multiple. La maille multiple, quand on a un nœud à l'intérieur de la maille. Alors le motif, c'est l'ensemble des atomes ou molécules ou autres objets contenus dans la maille élémentaire et qui, répétés indéfiniment dans les deux directions ou trois directions de l'espace, restitue la structure cristalline. Alors voici un exemple de maille. Hein. Vous voyez, c'est la maille et le motif. Alors, en général, un réseau plus un motif, ben, ça donne le cristal. Alors, il y a aussi une notion assez importante, c'est la notion d'unité asymétrique. Alors, à l'intérieur d'une maille, on retrouve les éléments de symétrie. Donc, il est possible de décrire le cristal, non pas par la maille, mais par un élément qu'on appelle un élément asymétrique, auquel on applique les opérations de symétrie de la maille pour reconstituer la translation, et on reconstitue le cristal. Alors, par exemple, voici une maille avec deux miroirs perpendiculaires. Il peut être décrit comme ceci, voilà. Appliquer premier miroir, ça donne ça, deuxième miroir, ça donne ça. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'unité asymétrique. Alors l'unité asymétrique, on peut constituer le cristal à partir de cette unité asymétrique, justement, juste en appliquant les opérations de symétrie et translation. Donc on reconstitue tout le cristal. Alors on peut aussi paver le plan par une maille de forme géométrique donnée, contenant un motif, voilà. Donc je passe vite parce que c'est des choses quand même élémentaires. Donc dans tout ça, tout le cristal est sous-tendu par ce qu'on appelle le réseau qui est géométrique. Alors la question qui se pose, c'est quelles sont les formes géométriques de ces réseaux? Quelle est la forme de la maille, qui répond à la même chose, qui pose la même question plutôt. Quelles sont les symétries compatibles avec les réseaux plans? Alors là, je crois que on n'attend pas d'après la cristallographie pour nous expliquer ça. Le carreleur, il le sait déjà. Il n'y a que 4 polygones qui peuvent paver le plan sans chevauchement ni interstice, vide. Par exemple, parallélogramme, vous avez le rectangle, vous avez le carré, et ces deux figures qu'on appelle triangle hexagonal, c'est la même chose. Hein, donc on a 4 systèmes, bon, ce qu'on appelle à 3 dimensions, les systèmes cristallins. Il y en a 7 à 3 dimensions. Et donc, si je prends par exemple le pentagone, on ne peut pas paver le plan avec un pentagone. Il y a des tuiles qui sont étrangères à la figure pentagonale. Avec l'octogone non plus. Et avec ça c'est le décagonal. Donc il y a deux possibilités. Soit avoir ce pavage avec un élément là vide, soit ici il se chevauche. Donc finalement nous avons que 4 figures géométriques pour paver le plan. Alors les symétries d'orientation des réseaux plans. Alors les opérations de symétrie d'un cristal de D, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la rotation autour d'axes perpendiculaires au plan. Il y a les réflexions par rapport à des miroirs perpendiculaires. Et c'est tout. Ça n'avance pas. Voilà. Donc là, mais rotation, pour les rotations, toutes les rotations ne sont pas possibles. Toutes les rotations ne sont pas possibles parce que il y a la périodicité du réseau va limiter les rotations dans le cristal à 2D, comme on va le voir tout de suite. Alors c'est ce qu'on appelle les contraintes cristallographiques. Alors bon, je vais faire une petite démonstration, bon, de géométrie élémentaire. Hein. Je prends un nœud A du réseau. J'applique une translation T du réseau. Il vient en A'. J'applique une rotation du point du vecteur T. Le point A' vient en B. Je fais la même chose
d'une rotation par rapport à A' de A, ça donne B. Donc voilà. Et donc j'ai entre B' et B, il y a une translation T'. Alors le tout, pour que la rotation soit compatible avec le réseau, il faut que T' soit une autre translation du réseau. Alors, le module de cette translation T', il est égal à A', c'est-à-dire la translation initiale, facteur de 1 moins cosinus de alpha, de la rotation. Bon, ça c'est un petit calcul de géométrie élémentaire. Et T' est une translation de réseau si T' est égal à MT, où M est un entier. Alors, si je compare ça à ça, j'ai la valeur de M. M doit être égal à 1 moins 2 cosinus alpha. Et donc, comme on sait que cosinus alpha est compris entre moins 1 et 1, donc on a M moins 1 sur 2 est compris entre moins 1 et 1. Donc toutes les valeurs de M sont telles que M moins 1 sur 2 est comprise entre moins 1 et 1. Et donc, ça donne pour angle alpha, ça donne pi, 2pi sur 3, pi sur 2 et pi sur 3 et 2pi qui est en fait l'identité. Donc finalement pour un réseau plan, les rotations compatibles avec ce réseau, les seules rotations, les seuls éléments de symétrie qui sont compatibles avec le réseau sont d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, d'ordre 4 et d'ordre 6. Alors 1 étant évidemment l'identité. Bien, alors en notation, dans la nomenclature de l'Union internationale, on note les axes. Bon, l'axe d'ordre 1, je ne sais pas, il y en a qui notent par un point, mais bon, un point c'est plutôt une inversion, mais en général on ne met rien. Pour l'axe 2, c'est noté comme ceci, un petit ballon de rugby debout, 3 avec un triangle, etc. Donc ces notations, vous les connaissez. Alors, les groupes de symétrie ponctuelle, aux classes de symétrie. Donc on a vu qu'il y a uniquement 6 rotations possibles. Et donc ça va être la même chose à 3 dimensions. Même pour les cristaux, les seules rotations compatibles avec le réseau, c'est les 1, 2, 3, 6, 4 et 6. Donc maintenant regardons les combinaisons des 5 axes de symétrie d'ordre 1, d'ordre n plus grand que 1. Alors si on les combine avec un élément miroir, alors on va obtenir un ensemble de premiers miroirs et un deuxième ensemble faisant un angle de alpha égale 2pi sur n. Et puis le deuxième ensemble fait un angle alpha sur 2. Alors bon, sur le schéma, regardez, si j'applique le miroir, je lui applique 1, ça reste toujours le miroir, il ne bouge pas. Si j'applique l'axe, si je combine l'axe 2 et le miroir, et bien ça donne deux miroirs. Alors le premier, en respectant cette définition, c'est alpha sur 2, donc c'est pi, donc j'inverse, donc c'est lui-même, et un autre ensemble, qui est à alpha sur 2, c'est-à-dire à pi sur 2. Alors pour l'axe 3, on a une famille de 2 miroirs. Les 3 en fait sont équivalents, c'est pour ça qu'on note 3mm ou 3m. Pour 4, alors vous voyez ici pour l'axe 4, avec un miroir, ça donne la première famille perpendiculaire et la deuxième famille qui sont les miroirs diagonaux. Et pour l'axe 6, ça donne aussi 3 familles de plans quand on combine les miroirs et les axes de rotation. Alors, donc, si je fais le compte, j'ai combien d'opérations de symétrie maintenant pour le réseau? J'ai 10 opérations de symétrie. 5 rotations, le miroir est combiné avec ces 2mm, 3mm, 4mm et 6mm, donc ça fait 10. Donc on a ce qu'on appelle les 10 groupes ou les 10 classes de symétrie cristalline à 2 dimensions. Alors le professeur Richard Portier va vous expliquer qu'il y en a 32 à 3 dimensions. Bien, alors quels sont maintenant les réseaux compatibles avec les 5 rotations? Alors maintenant,
une fois qu'on a défini les rotations, il y a 5 rotations, quels sont les plans qui sont compatibles, ou les mailles qui vont être compatibles avec ces rotations. Alors, on a vu tout à l'heure que la transformée de la translation par une rotation, c'est 1 moins cosinus de alpha t. Alors, si je prends alpha égale 2pi, j'ai t' égale à moins t. Donc, finalement, pour alpha égale 2pi, il n'y a aucune contrainte de l'axe 1 sur la maille. Donc, en général, c'est une maille qui est oblique. Même chose pour quand alpha égale à pi. Pour alpha égale à pi, vous avez t' égale 3t. Donc aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de... Bon, le t', c'est tout ça. Mais l'autre direction, elle est indéterminée. Donc il n'y a pas de contrainte non plus sur de l'axe 2, sur le choix de la maille qui est quelconque. Par contre, quand alpha égale 2pi sur 3, on a t' égale 2t. Vous voyez? Et donc là, forcément, automatiquement, cette rotation impose à la maille d'être une maille, rhomboédrique. Hein, donc on a une maille rhomboédrique. Pour alpha égale pi sur 3, on a également une maille rhomboédrique. Et pour alpha égale à pi sur 2, c'est-à-dire l'axe 4, avec le réseau compatible avec l'axe 4, eh c'est le carré. Donc en fait, l'axe, il n'y a que 3 réseaux distincts compatibles avec les 5 rotations permises. Il y a le parallélogramme, le losange et le carré. Alors maintenant, regardons quels sont les réseaux compatibles avec le miroir. Alors, pour les axes d'ordre n égale 3 et 4 et 6, le miroir il est compatible avec eux, parce que c'est des losanges, c'est des carrés, donc ils sont compatibles avec les miroirs. Alors pour n égale 2, le réseau est compatible avec la symétrie d'ordre axial n, et compatible avec la symétrie n-mm. C'est-à-dire pour n égale 2 c'est 2 mm, pour n égale 3 c'est 3 mm, etc. Voilà. Regardez, ça c'est, vous voyez, ici, on peut avoir des miroirs ici. Pour le carré, c'est également pareil. Bon, là, je crois que la figure elle est un peu distordue, hein, parce que c'est pas tout à fait du carré. Bon. Alors, seules les combinaisons des axes n égale 1 et n égale 2 avec le miroir peuvent faire apparaître de nouveaux réseaux. Alors, dans le cas où n égale 1 et n égale 2, si on rend un réseau quelconque compatible avec les symétries m et 2mm, il y a apparition forcément d'un nouveau réseau. Alors on démontre que les réseaux rectangulaires et losanges sont compatibles avec MMM et 2MMM. Voilà. Donc voici les deux autres réseaux qui manquent. Un réseau rectangulaire et un réseau losange. Alors, ici, entre parenthèses, le réseau losange peut être décrit par un réseau rectangulaire mais centré, par une maille centrée. Alors donc, là, on a fait le décompte des 5 réseaux du plan, qui sont les réseaux de Bravais à 2 dimensions. Alors que vous savez que les réseaux de Bravais à 3 dimensions, il y en a 14. 14 réseaux de Bravais. Alors, regardons maintenant la dernière forme de symétrie, c'est les symétries de position. Alors, les symétries de position, il n'y en a pas 36 dans le plan, ce sont les miroirs avec glissement. Alors, un miroir avec glissement, vous avez par exemple ici un objet, on fait sa réflexion par rapport au miroir et on le translate d'une demi-translation du réseau. Donc, c'est ce qu'on appelle le miroir à glissement. Alors, maintenant, le réseau, on a dit que c'est géométrique. C'est un concept tout à fait géométrique. Qu'est-ce qui se passe pour le cristal? Est-ce que le cristal a la même symétrie que le réseau? Est-ce qu'il a une symétrie plus grande ou est-ce qu'il a une symétrie qui est moindre que celle du réseau? La symétrie la plus grande, c'est celle du réseau. La symétrie du cristal, si elle est
égale à la symétrie du réseau, on dit que le cristal est holoèdre, ce qu'on appelle l'holoïdrie. Si le cristal a une symétrie inférieure à la symétrie du réseau, on dit qu'il est mérièdre. Alors je vais faire ici le... Voilà. Vous voyez ici, on a 10 groupes. On a 10 groupes ponctuels. Ici. Donc vous avez l'holoïdrie, c'est-à-dire quand le cristal a la symétrie du réseau, ce sont les plus grandes symétries. Pour la mérièdrie, il y a, par exemple ici, vous avez 1, M, 4, donc vous avez des sous-groupes, des groupes de symétrie du réseau. Bien, donc là on va passer aux 17 groupes spatiaux à 2 dimensions. Alors les groupes d'espace, c'est quoi? Ils se composent des translations, des rotations, des réflexions avec glissement et des combinaisons entre elles, entre toutes ces opérations. Donc en pratique, qu'est-ce que c'est que les 17 groupes de l'espace, de la 2 dimensions? C'est la façon, il y a combien de façons indépendantes que des réseaux que nous avons classifiés, comment ces réseaux peuvent être décorés. Comment on peut décorer les réseaux, les 5 réseaux qu'on a définis, comment on peut les décorer avec un objet, avec des atomes, avec des figures, avec n'importe quoi. Comment on peut les décorer? Eh bien, il n'y a que 17 façons de les décorer. Ces 17 façons ont été montrées par le mathématicien russe Fedorov en 1891, et il a effectivement montré mathématiquement qu'il n'y a que 17 façons de distribuer un même objet dans le plan, et c'est ce qu'on appelle les 17 groupes cristallographiques, ou qu'on appelle aussi, dans le milieu artistique, les groupes du papier peint. Alors nous, ici, on les appelle les 17 groupes du Zelig. Alors je les rappelle, vous voyez, il y a P1, P2, il y a les réseaux rectangulaires, on a tous les, voilà, l'objet, enfin notre objet ou l'atome ou n'importe quoi. Donc on a PM, P2MG, PG, etc. Donc les 17 groupes, ils sont connus, ils sont répertoriés dans la table internationale de cristallographie, donc tout au début de la table internationale de cristallographie. Alors il y a les réseaux carrés, il y en a 3, et puis il y a les réseaux hexagonaux, il va y avoir 5, donc P3, P3L, P3N, P6 et P6L. Bien, alors maintenant je vais ayant rappelé toutes ces définitions, qui sont, ma foi, élémentaires, je vais essayer de faire une application et de faire un lien avec les pavages ornementaux. Alors, les 17 groupes d'espace, dans le plan, bien sûr, quand je dis espace, il y a espace à 2 dimensions, reflètent les 17 pavages périodiques que les artisans maroco-andalous ont découvert déjà depuis le XIVe siècle. Alors, si on regarde par exemple, j'ai choisi 2 exemples ici, c'est le palais Hamra à Ramnata. Bon, abstraction faite de la couleur, bien sûr, il ne faut pas tenir compte de la couleur. On voit que c'est un groupe P3. Bon, il y a un mur du palais Bahia de Marrakech. Si on regarde ici, on a un groupe, c'est un groupe P2MM. Bon, et c'est comme ça, on peut retrouver, bon, il n'y a pas un accord entre le problème qui se pose chez les cristallographes et chez les artistes, c'est qu'ils disent que dans l'arabesque maroco-andalou, on ne trouve pas les 17 groupes. Et il y a une controverse. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non, mais sinon la controverse, il est encore d'actualité. Donc on va vous montrer tout à l'heure que nous, on a trouvé les 17 groupes. Bon, ça ne va pas révolutionner le monde, mais bon, ça offre des possibilités qu'on va discuter tout à l'heure. Donc, ici, alors, quand on est en face d'un panneau, comment reconnaître que c'est un groupe P2MM, P3 Comment on fait? Bon, il y a une méthode simple. Bon, on peut chercher, il n'y a pas de problème. Mais il y a une méthode simple. Il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Crow.
qui a été fait en 1982 et qui est le suivant. Quand on est en face d'un panneau, la première des choses qu'on regarde, ce sont les axes de symétrie. Est-ce qu'il y a un axe, et on commence par le plus grand, est-ce qu'il y a un axe 6, par exemple? Alors, si oui, alors est-ce qu'il y a un axe de réflexion, axe ou miroir, si vous voulez? Parce que, vous voyez, à deux dimensions, on confond axe et miroir, parce que c'est la trace du miroir. Alors, si oui, c'est un groupe P6MM. Si c'est non, eh bien c'est un groupe P6. Et on passe. L'axe 4. L'axe 4, s'il y a un axe 4, oui. Alors, si oui, y a-t-il un axe des axes ou un axe de réflexion? Ah oui. Si oui. Sinon c'est un P4. Si oui, il y a deux cas. Est-ce que les miroirs sont perpendiculaires ou est-ce qu'ils font un angle à 45 degrés? Alors, s'ils font un angle à 45 degrés, c'est un P4MM. S'ils font un angle droit, ils sont perpendiculaires, c'est un P4GM. Alors bon, je vais mettre ça sur un exemple. Alors, je vais vous demander de déterminer quel est le groupe d'espace de ce... Il n'y a pas de 6 là. Bon, c'est une question à 1000 dirhams. Non, il faut rappeler les groupes. Ah, toi, t'as pas suivi. Non, on va regarder. Vous voyez déjà qu'il y a des axes 4. Hein, c'est évident. Il y a un 4 et 4. Alors, je vais le mettre ici. Là, c'est les 4. D'accord? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux miroirs. Alors, est-ce qu'ils sont diagonaux ces miroirs? Est-ce qu'ils forment un angle? Alors, ils sont un angle droit. Et donc, là, on a des miroirs à glissement. Et par conséquent, là, non, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi comme groupe, ça? C'est un P4MG. C'est un P4MG, mais ça marche pas à tous les coups. Est-ce que je reviens en arrière? Non. Voilà. C'est un P4MG. D'accord? Donc c'est une manière très simple en fait de trouver, bon, c'est pas difficile. Bien, alors, là je rentre un petit peu dans le vif du sujet, l'art géométrique marocain. Bon, on s'est intéressé, bon, je vais faire juste une petite... pourquoi on fait ça? Donc, on fait ça parce qu'on s'est demandé, parce que quand on se promène n'importe où, dans les riads, dans les palais, il y a toujours cette symétrie qui est fascinante. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, sur la classification, sur l'analyse de ces motifs, etc. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ne pas appliquer les lois de la cristallographie, qu'on connaît à 3 dimensions les savants. Pourquoi on ne l'applique pas à 2 dimensions, aux choses qui nous sont proches, et essayer de voir si on peut développer cet axe-là, et puis essayer aussi, à travers nos connaissances en théorie des groupes appliqués à la cristallo, s'il y a possibilité d'innover dans ces motifs. Parce que ce qu'on voit généralement dans toutes les maisons, dans toutes les riades, etc., c'est que les choses se répètent. On a l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Bon, de toute façon, il n'y en a que 17, il ne faut pas avoir plus. Mais les choses se répètent, il n'y a pas d'innovation dans ce domaine. Alors on s'était dit, pourquoi ne pas introduire cette cristallographie pour l'étude de nos motifs. Donc c'est les raisons qui nous ont motivés. Alors il y a une thèse qui va être présentée bientôt par Abou Fadl Youssef à la faculté de sciences de Marrakech. Et donc c'est un programme qu'on a mené avec le ministère de l'Artisanat. Donc on a un contrat avec le ministère de l'Artisanat pour essayer, on a apporté de l'innovation en quelque sorte dans cet art. Donc voilà pourquoi on travaille là-dessus. Bon, alors l'art géométrique marocain qui s'appelle Ster a prospéré depuis déjà le XIe siècle, mais il a culminé avec la dynastie des Marinides vers le XIIIe, XIVe siècle. Alors, les travaux sur la classification et l'analyse de motifs de Zellige ont été surtout faits sur le Hamra, sur le palais de Hamra. Il y a très peu
de référence des pays arabo-islamiques. Toutes les références qu'on trouve dans le domaine, c'est des références américaines, anglaises, bon, pas beaucoup françaises. Les Français ne sont pas intéressés beaucoup aussi à ces choses-là. Mais il n'y a pratiquement pas de référence des pays arabes. Donc, pour un art qui leur appartient, il n'y a jamais eu d'études vraiment qui a été faite dans ce... Et donc, par conséquent, toutes les références qu'on trouve concernent les Zélige de Hamra. Et donc, l'analyse, comme j'ai dit tout à l'heure, a soulevé une controverse dans les milieux des cristallographes sur l'existence des 17 groupes de symétrie dans les motifs marocains d'Anneau. Alors, très peu d'auteurs se sont intéressés aux motifs marocains. Bon, à part Castera, qui a écrit un bouquin qui est remarquable, et un certain Makovici, qui est danois, du Danemark. C'est les seuls qui ont étudié, qui ont parlé de l'art géométrique marocain. Vraiment, ils ont écrit des livres, un tas d'articles, un tas de publications. Et donc, nous, on s'est dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas, c'est quand même honteux de ne pas pouvoir travailler sur des choses qui sont chez nous. Donc, et autre chose, tout ce qui a été fait, il a été fait sur les motifs qu'on trouve sur le zélige. Le zélige, c'est la céramique. Mais pratiquement aucun travail n'a été fait sur le bois. C'est-à-dire sur le bois sculpté, la symétrie dans le bois sculpté et la symétrie dans le bois peint, dans la peinture. Alors nous, on s'est penché là-dessus et on a essayé de faire toute une bibliographie de ce qui existe. On a trouvé que malgré leur grande diversité, tous les motifs appartiennent à ces groupes-là. Il n'y a que le P4MM, ça c'est sur le bois, je le dis bien sur le bois. P4MM, C2MM, P6M, et P2MM, et P4GM. Bon, les plus nombreux, et ça vous pouvez le constater, les plus nombreux c'est les P4M. P4MM c'est les plus nombreux. Ensuite, il y a deux qui viennent juste après. C'est le P6MM et P2M, ils sont moins fréquents. Mais par contre, le P4GM est assez rare. On ne trouve pas vraiment du P4GM. Bon, alors on s'est posé la question, pourquoi? Pourquoi il n'y a que ces 5 groupes de symétrie dans le bois? Alors, la question est la suivante. Peut-être que les artisans n'aimaient pas les autres symétries. Parce que la symétrie, c'est une question de goût ici. Pour ça, est-ce que c'est beaucoup plus simple de réaliser ces symétries? Bon, la question est posée. Bon, il faut poser la question aux historiens. Mais, toujours est-il que nous, voilà quelques exemples. Alors, vous voyez ici, c'est la Qarawiyyin à Fès, c'est un P4M. Vous avez le Madrasa al-Bou'ananiya de Fès, c'est C2M. L'Al-Bahia, c'est un plafond de Bahia de Marrakech. Et puis, ça c'est un riad privé. Et puis, vous avez Darul-Bida Marrakech, c'est le P4G. Donc, c'est pratiquement tous ces motifs que l'on retrouve, bon, mais présentés de façon que, bon, de multiples façons. Bien. Alors, nous, on s'est proposé de générer, bon, puisque ça n'existe pas, il faut les inventer. On s'est proposé de générer les 17 groupes de symétrie. Alors, on est parti de 2 panneaux. Bon, ça je reviendrai un petit peu vers la fin pour parler des quasi-cristaux. La Madrasa de l'Attarim à Fès et la Madrasa Bou'ananiya. En analysant ces 2 panneaux, on a trouvé que c'est un pavage qui est constitué avec ces éléments qu'on a tracés ici en rouge. D'accord? Donc c'est une disposition de ces éléments qu'on pourrait appeler éléments générateurs. Donc tout ce que vous voyez là, il est constitué d'un pavage de ces configurations. Alors c'est ces configurations qu'on a utilisées. Donc la première configuration, on a ce qu'on appelle des rosaces. Ça c'est des rosaces non interpénétrées. Voilà la première configuration, deuxième et troisième. Dans l'autre configuration, c'est des rosaces interpénétrées qui rentrent les unes dans les autres. Vous voyez, il y a 3 types. Et donc avec ça, en les disposant d'une manière qui suit certaines règles,
eh bien, on obtient les panneaux que vous avez vus tout à l'heure. Alors, si je commence par la première configuration. La première configuration, je prends, ça c'est l'élément de base. Je fais un pavage de l'espace, un pavage du plan, voilà. Ben, qu'est-ce que j'obtiens? Question? Quel groupe? Ah. Non. Est-ce qu'il y a un élément de symétrie? Si on réfléchit bien, il n'y a pas d'élément de symétrie. C'est un P1. Vous n'avez pas trouvé d'élément de symétrie. Bon, je prends cette... bon, ça c'est... Enfin, on a coupé comme ceci. Hein, ça c'est une coupe dans ce sens. Je prends ce panneau-là. Voilà. Je lui applique un miroir. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne quelque chose qui est comme ceci. Alors si je coupe, voilà, il y a notre miroir ici, il y a notre miroir ici. Alors, vous voyez bien les miroirs, hein, par exemple, symétrique de ça c'est ça, symétrique de ça c'est ça, bon, c'est clair. Alors qu'est-ce que je définis ici? C'est un miroir, c'est un P. Non, pas P2. PM, non, il n'y a pas de MM. MM, c'est des miroirs perpendiculaires. C'est PM. Alors, je choisis une autre configuration. Là, je vais aller vite. Hein. Je fais une configuration, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai des axes 2. Et donc, j'ai un P2. Alors, on peut combiner ces configurations. Bon, c'est tout un travail, hein. On peut combiner ces configurations. On a ça. On coupe une tuile, celle-là, que l'on délimite par ça. Et puis, je fais un pavage. Et là, j'ai un groupe qui est deux miroirs perpendiculaires. C'est un PMM. PM. Bon, autre combinaison, regardez, je prends par exemple la même chose que je fais tout à l'heure, je prends cette tuile et je la tourne. Voilà. Vous voyez, je l'ai tourné par rapport à un axe horizontal ici. Regardez la petite tuile ici, elle est renversée. Vous voyez? Alors je prends ces deux, justement. Et puis, je les pave. Avec la première tuile, je pave comme ceci. Avec la deuxième, je fais le pavage comme ceci. Et donc là, j'ai des miroirs à glissement. Et donc, ça me donne quel groupe? C'est le PG. Bon, alors, on peut s'amuser comme ça. Bon, ça c'est en couleur, donc je passe à la couleur. Donc, je prends d'autres éléments. Oui, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que, comme pour les atomes, la symétrie globale du cristal dépend aussi de la symétrie de la maille. Alors si je prends une autre forme de symétrie de la maille, des éléments générateurs, alors je peux prendre ce qu'on appelle une rosace A12. Alors soit sous forme carrée comme ceci, soit sous forme d'hexagone. Alors je rentre pas dans les détails comment on les a obtenus. Bon, je prends le carré, je pave le plan avec tout ça. Alors là aussi, alors quels sont les éléments de symétrie? C'est comme tout à l'heure. Alors c'est quoi? P. Non, on a déjà dit tout à l'heure, c'est PKTMG. Parce que regardez, la maille elle est là, et vous avez ici les miroirs M sont perpendiculaires entre eux. Ils sont pas à 45 degrés. D'accord? Bon, donc on utilise toujours la loi de Courbe. Alors, pour finir, voilà un autre cas.
je définis un pavage comme ceci, donc je repère mes éléments de symétrie à 3 dimensions, et puis ça c'est un P3. Ensuite je reprends la même chose, mais disposé autrement. Et ça c'est quoi? C'est un P3M. C'est un P3M. Alors, P3, oui, dans les notations, dans les tables d'interaction de cristallographie, on note P3, dans le plan, on note P3-1M et P3-M1. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le réseau est le même, c'est un réseau rhomboédrique, mais la position des miroirs n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on peut trouver un cristal qui a des miroirs, regardez, sur le losange, sur les côtés et sur la petite diagonale. Et c'est ce qu'on appelle le P3-1M. Et dans le P3-M1, on a, regardez la maille c'est ça. On a des miroirs suivant la diagonale, la plus grande diagonale, et on a des miroirs qui sont dans les hauteurs des triangles. Donc c'est ça, c'est la seule confusion qu'il peut y avoir dans le plan. Bon, alors là j'arrive pratiquement à la fin, mais il faudra quand même que je donne justice à cette image, cette superbe image qui a fait le tour du monde. Ben, pour cause, je compare ici un panneau, le panneau de la Mudarsala al-Tarim, avec un diagramme célèbre, un diagramme de diffraction. Le diagramme de diffraction, c'est un diagramme du quasi-cristal ALMN, de symétrie 10, bon, qui a été faite par l'éminent professeur M. Portier, qui est là, on a l'honneur d'être par... Bon, je m'excuse de ne pas l'avoir mis, mais c'est injuste, c'est par pur oubli, c'est pas par méchanceté, mais c'est par pur oubli, tout simplement. J'ai pas mis, mais ça appartient, ce diagramme appartient à Richard Portier, et par conséquent, cette photo, ça appartient à Abou Fadel Youssef. Je ne sais pas s'il est là. Abou Fadel, il est là. Je croyais qu'il était sur la plage. Donc c'est lui qui a fait cette photo. Et ben, on a comparé et on a vu que ça c'est le diagramme de diffraction qui a valu à Danny Shashman le prix Nobel de chimie en 2011. D'accord? Et on a comparé, bon, juste à titre de curiosité, on a comparé à la disposition des tuiles sur ce panneau de la Tarim, et on a trouvé, à première vue, on voit que c'est la même chose, c'est la même symétrie 10. Donc les tuiles sont disposées de la même façon que les tâches de diffraction. Autre chose, quand on fait les rapports que vous voyez ici, par exemple I2 sur I1, ben on trouve c'est égal au nombre d'or. C'est 1 plus racine de 5 sur 2, c'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Ben, quand on fait la même chose avec la Tarim, on trouve que c'est le nombre d'or. C'est exactement la même chose. Alors on s'était dit, peut-être ça doit être des structures quasi-cristallines. Bon, il devait partager les prix Nobel avec les artisans, parce que c'était trouvé au XIVe siècle. Ça c'est 2011, et ça c'est le XIVe siècle. Donc déjà bien avant. Alors, bon, on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est douteux. Bon, on va vérifier. Alors, on sait que les quasi-cristaux sont décrits par un pavage qui s'appelle le pavage de Penrose. Alors, ce pavage de Penrose, c'est quoi? C'est un pavage avec deux tuiles, losanges, avec deux losanges différents. Un petit losange et un grand losange. Bon, c'est un pavage qui est fait avec des règles bien déterminées. Bon, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est un pavage qui caractéristique des structures quasi-périodiques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, qu'est-ce que Youssef a fait? C'est pas moi, c'est lui. Il a pris la même chose, il a pris les losanges, et il les a décorés avec des tuiles, pas n'importe comment, parce qu'il y a des règles artistiques, etc., c'est pas facile. Mais il a respecté toutes les constructions imposées par les artisans, etc. Donc, la décoration qui convient à ce type de tuile, c'est celle-là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on a appliqué Penrose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, miracle, c'est
un motif quasi-périodique. C'est exactement la même chose, donc il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute, que les panneaux d'Artarim et Bouanania, c'est des panneaux quasi-périodiques. Donc, c'est des panneaux de symétrie 10. Donc après, nous avons voulu, bon, j'ai pas eu le temps de le montrer ici, mais on a aussi pris quelques panneaux de Moulay Idriss, alors à l'entrée du mausolée de Moulay Idriss à Fès, et avec une symétrie 12. Donc cette symétrie 12 correspond aussi à un autre quasi-cristal qui a une symétrie 12. Donc ça c'est pour dire que cette structure quasi-périodique était bien connue, disons, bon, pas sous le même nom bien sûr, bon, mais il y avait quand même cette idée de quasi-périodicité, de fractal. Bon, on n'a pas eu le temps ici de parler de fractal, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites des siècles auparavant et qui méritent quand même, de notre part, d'y porter attention. Voilà donc, bon, je passe à la conclusion, vous savez, je l'ai déjà dit, donc on a fait ce travail pour essayer de valoriser un petit peu ce patrimoine culturel et de faire la promotion dans le monde académique, parce que dans le monde académique on n'est pas connu. Donc là on a commencé quand même à publier quelques articles, ça fait déjà en 2 ans, il y a quelques 3-4 articles qui ont été publiés dans ce domaine, et donc des revues de cristallographie en plus. Et nous avons aussi voulu créer une certaine synergie entre les cristallographes, mathématiciens et les artistes, pour essayer, bon, c'est un cocktail qui pourrait donner quelque chose disons, qui pourrait favoriser l'innovation. Parce qu'on souffre beaucoup, en ce moment, dans l'art géométrique marocain, on souffre beaucoup du manque d'innovation. Il y a des choses, les artisans sont très bons, ils reproduisent des choses qui existent, ils ont la main et tout, mais sur le plan innovation, il n'y a rien qui est fait, il y a très peu de choses, donc il faut quand même que les gens, que les scientifiques, que les académiciens se penchent sur la question pour donner ça. D'autre part, analyser ces genres de panneaux, c'est une excellente introduction à l'initiation à la cristallographie. Donc quand on connaît la symétrie à 2 dimensions, il est facile, qui est beaucoup plus facile finalement, parce que le plan, on imagine, à 3 dimensions, déjà ça fait jaser, ça fait vibrer plutôt l'esprit, mais donc c'est, même du point de vue enseignement, c'est très utile pour les étudiants qui débarquent en cristallographie de commencer par ces choses-là. D'autant plus qu'on peut leur enseigner aussi qu'il y a des mâcles, qu'il y a des parois d'antiphase, enfin toutes les choses qu'on trouve en sciences des matériaux, ils existent sur ces panneaux. Donc il suffit juste de chercher un petit peu et de s'intéresser. Bon voilà, je vous remercie pour votre patience.